Martine Hébert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Martine, on a parlé lors de précédentes entrevues que, on a parti du classique, on a fait un petit peu de plusieurs instruments. On est tombé dans la délinquance du folklore, si on peut exagérer. Et là, on a su que, votre père, qui était très actif, il est encore actif aujourd'hui, mais Oui. dans ce temps-là aussi, puis très actif, il faisait du violon chez toi, puis à un moment donné, là, on a commencé à apprendre des pièces de folklore. Vous avez eu un premier professeur Oui. de violon traditionnel. Oui, On peut raconter. bien sûr. Bien, mon père, à l'époque, prenait des cours avec Éric Favreau, qui venait à la maison Oui, pour lui montrer des pièces, là, oui. d'autres techniques. Puis, c'est là que j'ai eu l'idée ou l'envie de moi aussi suivre un cours avec lui pour juste me donner la twist du folklore. Parce que c'est une twist différente du classique. Les coups d'archet sont différents. Oui. Donc, puis apprendre des nouveaux morceaux aussi. Donc, Éric m'a montré des belles techniques que j'utilise encore aujourd'hui. Puis, le premier morceau qu'il m'a montré, c'était le reel de l'hôtelier. Je me souviens encore. C'est un petit reel assez simple, mais Oui. j'étais contente de jouer, là. Oui. ce Donc, moment-là. régulièrement, vous avez pris des cours avec ce monsieur-là. Combien de temps environ? Quelques mois, là, Ouais. à peine, là. Juste pour dire que j'avais une petite base qui Oui. m'aidait à continuer. Puis le reste, j'ai continué par moi-même. Je Oui. suis une personne assez autodidacte, si on veut. Et vous avez pu vous faire, comment dirais-je, fabriquer un répertoire personnel de Exactement. pièces. Oui. Le plaisir À quel endroit que vous puisez vos pièces? À quel endroit vous allez chercher vos pièces? Est-ce que vous aviez des disques? Est-ce que vous aviez un peu le répertoire du monsieur? Comment vous avez trouvé vos pièces? Oui. Au départ, mon père. Ensuite, j'ai fréquenté quelques endroits où il y avait des jams ou des sessions de musique qu'on Ouais. faisait. Puis à Québec, il y en avait à un endroit, là. Ben, on va en parler de Oui. ça parce que souvent les jeunes recherchent des endroits pour aller faire ce qu'on appelle des jams, hein, Oui. des pratiques entre joueurs. Mm. Et là, ça, est-ce que c'était dans des bars? Est-ce que c'était dans des pubs? Comment ça fonctionne? Oui, moi, c'était dans un bar. Fait que c'est sûr Ouais. qu'il fallait avoir 18 ans là, et plus. Mais Ouais. par contre, ça a été une découverte pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes d'un peu de mon âge, ou plus jeunes, plus vieux, mais il y avait des gens là, dans mes âges qui jouaient du folklore. Parce que moi, dans ma tête, c'était juste des personnes âgées. C'était de la musique de vieux. Ben oui! Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être le fun de jouer de la musique folklorique. Selon moi, je pense que peu importe le style de musique, quand tu joues en groupe, ça devient extraordinaire. Tout est beau, que ce soit du jazz, du blues, du pop, du rock, Tout du va bien. folklore. En groupe, on dirait que il y a une magie qui se passe. Ouais. Fait que ça a été une grosse découverte. Fait que moi, j'enregistrais beaucoup les pièces que j'entendais. Et après ça, je pratiquais ces pièces-là à la maison. Vous touchez de quoi de très important, Martine? Enregistrement. Donc, il est important de prendre des notes, surtout avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, les petites enregistreuses à la main, il n'y a rien de mieux que ça, là. Donc, enregistrer Ah oui, ce oui, que oui. vous aimez. Ça, c'est important, ça. Donc, vous avez enregistré ça et là, vous ameniez ça à la Ah maison. oui, oui, souvent. Puis encore aujourd'hui, Oui. j'enregistre encore. Oui. On a toujours à apprendre des nouvelles pièces. Puis Oui. beaucoup à l'enregistrement. Oui. Puis le fait que j'ai eu des cours classiques, j'avais appris à lire les partitions musicales. Fait que Oui. pour moi, c'est un avantage parce que on peut trouver plein de partitions aussi sur Internet. Puis à ce moment-là, on apprend les pièces, mais c'est le fun de les entendre aussi. Oui, donc vous avez le moyen, vous, par le classique, Ouais. d'aller rechercher, d'enregistrer, façon de parler, d'autres choses. Ouais.
Ben oui, c'est vrai, ça, prendre une pièce sur une feuille puis la Oui. traduire. Oui, exactement. Puis Ouais. ce que j'aime, c'est que des fois, quand quelqu'un la joue rapidement, on s'entend que dans les jams, c'est Ouais. assez rapide. Ouais. On n'entend pas toutes bien les notes, puis Ouais, on peut y aller à peu près, mais avec une partition, on a les petites notes qu'on n'entend pas toujours. Moi, j'aime ça, en tout cas. J'aime ça jouer les pièces avec plus de précision, là. Est-ce qu'il est possible qu'avec plus de détails, si on peut dire, dans les notes, c'est plus facile à écouter, donc c'est plus agréable aussi? Aussi. Ça peut attirer plus de personnes. Et là, vous avez été dans des pubs, vous avez joué un petit peu partout, et là, vous avez commencé à être connu par les associations folkloriques. Comment c'est venu, Ah ça? oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, là. Un petit bout, hein? Mais quand j'ai recommencé le folklore, Oui. mes parents étaient beaucoup dans la QLF. Ben, ils n'étaient pas dans le conseil à ce moment-là, mais ils allaient à tous les mois, là. Il est impliqué, si on peut dire, indirectement. C'est Oui. ça. Donc, à un moment donné, ma mère m'a dit, tu viens avec nous autres à soir à la QLF? J'ai dit, ah ben oui, OK. J'étais allée, puis là, j'étais toute nerveuse, évidemment, là, d'aller jouer un morceau en avant, mon premier morceau, puis en tout cas, les gens de la QLF m'ont vu évoluer de mois en mois. Je pratiquais, puis d'année en année aussi, j'étais allée quelques années. Et là, j'ai été dans le conseil 2 ans, donc je me suis dit, je vais essayer de m'impliquer pour connaître les gens, connaître les répertoires, le milieu, si on veut, là, parce que c'est un milieu. Un genre de source de pièces, une source de connaissances, de partage aussi. Exactement. Partager des choses. Donc, vous étiez dans le nid, si on peut dire, là, dans telle Exactement. pièce. Là. Exactement. Et vous avez connu des amis aussi. Oui. Vous avez connu d'autres jeunes. J'ai connu Manon Turcotte, Sébastien Dionne à ce moment-là dans le conseil. Oui. Puis ensuite de ça, on est allé... dans les jams aussi, j'ai connu des gens Oui. qui m'ont amené à aller voir des festivals en dehors de la ville de Québec. Donc, des petits festivals de musique. Oui. Donc, des petits festivals de musique et là, on a rencontré d'autres gens qui nous ont fait rencontrer d'autres gens. Veux pas, ça se communique, tu parles à d'autres personnes, les gens veulent nous connaître. Tu sais. Et ça vous a amené, est-ce que ça vous a amené à avoir des genres de contrats de musique, c'est-à-dire avec des groupes ou donner des spectacles? Bon, vous avez donné des spectacles à la QLF, mais est-ce que vous avez fait partie de troupes de danse? Est-ce que vous avez été joué à l'extérieur? Pas de troupe. J'ai pas été dans un groupe, on peut dire. J'ai fait des petits contrats avec des amis qui m'invitaient. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je fais des contrats, là, comme je vais jouer au marché de Noël là, de Deschambault, des petits 45 minutes. Là, comme si... Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire avec des amis. Là, Et est-ce que vous voyez ça comme un travail ou si vous voyez ça comme un loisir, dans le sens que, bon, ben là, je m'en vais jouer dimanche après-midi pour une troupe pour les fêtes. Vous voyez ça comme un plaisir, si on peut dire. C'est pas un travail. Non, moi c'est vraiment un loisir, mais un méchant bon loisir. C'est un loisir qui me passionne. Oui. Mais oui, un loisir, parce que j'ai un autre travail, évidemment, à temps plein. Mais moi, je fais ça pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir. Là, Qu'est-ce que vous faites comme travail? Comme travail régulier? Dans la vie? Je suis analyste en informatique, analyste d'affaires. Je travaille pour une compagnie qui développe des logiciels pour des médecins. Oui. Donc, Ben, merci beaucoup. Merci. Mon
nom est Martine Hébert, je suis violoniste et je suis accompagnée de mon ami Guy Paré. Et on va jouer le reel Carnaval. Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Monsieur Rodrigue de Grondines, vous êtes ici dans le comté de Portneuf et vous êtes enseignant, harmoniciste. Et on voudrait savoir un peu, comment ça fonctionne cet instrument-là, communément appelé une musique à bouche, Ouais. une harmonica. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, ça vient d'où? Comment c'est arrivé, ça, cet instrument-là? Une date à retenir, 1821. Ah oui? Oui, 1821, un dénommé Friedrich Buschmann travaillait avec son père, Johann Buschmann. Son père a inventé le terpodium qui a donné naissance à l'harmonium. Donc, en quelque sorte, son père a été inventeur de l'harmonium. Puis, il travaillait avec son père, Friedrich. Il travaillait avec son père, puis il rafistolait justement des terpodiums, des harmoniums. Puis, il y avait une technique particulière. Il portait sa bouche aux lames. Hein? Okay, donc, c'est comme ça qu'il a inventé un accessoire qui est devenu plus tard un instrument de musique. Ça veut dire que,
tout le monde connaît, ben, peut-être pas tout le monde, un harmonium, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de un gros orgue, C'est l'ancêtre de l'harmonica. C'est un gros orgue Oui. sans tuyau. mais qui fonctionne avant, fonctionne à l'air. C'est ça. Ça prend de l'air à fonctionner. Exactement. Ça Est-ce prend que c'est l'instrument, justement, qui a des grosses pédales? Là? Oui, qu'on pédale de même, là, un soufflet comme ça. Oui, Ouais. ça, c'est l'harmonium qui fait ça. Un genre de grosse orgue, un gros piano, hein, on peut dire, qui ça prend de l'air, puis plus tu souffles, plus tu as, plus t'as du son. Oui. Puis Puis, il y a des notes de piano aussi, hein? C'est ça, une pianote? Oui, oui. c'est ça. Le résultat est différent, par contre, contrairement à l'orgue. L'orgue, c'est un tuyau, donc c'est une flûte. Ouais. Chaque note est une flûte. Tandis que l'harmonium, chaque note est une lame. On souffle de l'air dans une chambrette où est-ce que la lame est coincée là, puis il n'y a presque pas d'air autour, puis la lame, elle vibre. Donc, on appelle ça des instruments à hanches libres. Très, très intéressant. On pense que c'est toute la même chose, mais en réalité, c'est pas ça du tout. C'est Non. merveilleux. Donc, en 1826, Ouais. deuxième date, un dénommé Richter a repris la patente. Justement, patente veut dire qu'il a déposé ses brevets. Il a fait breveter un accordage. Parce qu'au début, quand il a été inventé, l'instrument, c'était toutes des lames soufflées, puis c'était plus long un peu. Fait qu'on faisait juste pousser dedans, on ne tirait pas. J'attire votre attention à l'harmonica, justement, on pousse puis on tire. C'est le seul instrument avant où est-ce qu'on met dans notre bouche, où est-ce qu'on utilise notre souffle, où est-ce qu'on doit aspirer pour jouer et souffler. Plus tard, un peu plus tard, l'accordéon est né, a gardé le même principe en inventant un soufflet mécanique. Mais c'était des harmonicas. Même en anglais, excuse-moi, en allemand, on disait des xi-harmonica, puis Mundharmonika. Xi en allemand, là, je suis peut-être pas bon en allemand, ça veut dire convaincant. Harmonica convaincant. Percutant, peut-être? Ouais, peut-être, il Ouais. faudrait voir. Là. Puis Ouais. harmonica à bouche, Mundharmonika. OK. Fait que cet instrument-là a continué d'évoluer, mais on ne le prenait pas au sérieux. Tout de suite, l'accordéon a pris toute la place. Ça a pris à peu près 4 à 6 ans pour que l'accordéon, pouf, prenne toute la place. C'est normal, c'était bien plus facile à jouer qu'un accessoire de même. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a chippé de l'autre bord, de la flaque, comme dirait l'autre. Les États-Unis puis le Nouveau Monde, à l'époque, étaient prisés. On voulait faire des affaires là-bas. Fait que les premiers harmonicas, au début des années 1880, sont arrivés aux États-Unis, jusqu'à temps que le Marine Band, en 1896, est sorti. Promotion, Honor était déjà là-bas, mais il y avait une énorme compétition. Oups, je suis désolé, j'ai accroché le micro, je pense. C'est correct. Il y avait une énorme compétition déjà en Allemagne et en Autriche, parce qu'il y avait plus de 120 compagnies qui fabriquaient des harmonicas, puis on cherchait toutes à les vendre. Fait que l'idée, c'était de passer de l'autre bord des États-Unis puis arriver à vendre. Un petit dernier joueur est arrivé dans l'arène vers la fin de toute cette bataille-là. C'était un dénommé Matthias Honor. C'était le plus jeune de la gang. Lui, il dit, moi, j'ai un cousin là-bas, j'ai déjà fait mes démarches, puis je ship mes amours. Puis il a gagné la bataille en inventant, en inventant son harmonica Marine Band en 1896. Le coup de publicité était fait aux États-Unis, ça a démarré. Comme ça, il a bouffé toutes les autres, puis il a fait un peu ce qu'on fait aujourd'hui, il a avalé les autres. Il les a achetés, puis il les a avalés. Fait que Honor est devenu très, très connu aujourd'hui. Mais bon, il y a des rivales, il y a des compétiteurs aujourd'hui, il n'y a plus juste Honor. Bref, c'est ça un peu l'histoire de l'instrument, comment il est arrivé ici en Amérique. Si on parle un peu de la mécanique, bon, vous avez dit de quoi d'important, que on tire et on pousse. On fait, même que ce soit chromatique ou que ce soit diatonique, la technique reste la même. Oui. Bon. Et on tire, on pousse, c'est intéressant. Et c'est fabriqué avec quoi? Il y a du bois, il y a du métal? Bien, à la base, au début, c'est un sommier en bois qu'on appelle un comb en anglais, qui veut dire peigne. Parce que quand on enlève tout, ça a l'air d'un peigne. On dirait des dents d'un peigne. Oui. C'était en bois au début. Mais aujourd'hui, on le fait ici. J'ai la dernière marque, le dernier cri de Arkia. Ils le font dans un plastique très, très souple, ce qui confère à l'instrument une très grande souplesse, justement, dans le son. Donc, toutes les matières, aluminium ont été utilisées, bois, plastique, il y a eu plein d'affaires, toutes sortes de polymères, durs, moins durs. Puis il y a encore aujourd'hui plein d'expériences qui se font. Est-ce que ça peut avoir l'influence sur la qualité du son, évidemment? Oui, vraiment. Ouais, Quand c'est ça. le métal, mettons le comb ou le sommier est fait en métal,
le son projette. Oui. Très, très fort. Si le cône est en plastique mou comme celui-là, ça va avoir plus tendance à arrondir le son. Fait que ça va donner un son plus feutré. Alors, M. Rodrigue a un petit détail important concernant la première naissance, on peut dire, de l'instrument. Bon, vous parlez d'un certain monsieur, hein, c'est ça? Le monsieur Richter, en 1826, a fondé sa première shop. L'harmonica, il faut se configurer qu'il était juste soufflé. Il était plus long un peu. C'était juste des lamelles soufflées. Donc, les lamelles étaient juste du même bord, déposées sur une plaquette. Là, ce que lui a fait, il a dit, je vais économiser de l'espace, c'est trop grand, c'est trop long. Il a coupé la plaque en deux, puis il a placé des lamelles en dessous de la plaquette de l'autre côté. Il les a inversées de bord. Le concept tir venait de naître. On économise l'espace, on réduit. Donc, les harmonicas, quand on les achète au magasin, on appelle ça de l'accordage Richter, en son honneur à lui. Et les accordéons ont commencé Richter aussi. Il y a des accordéons qui sont Richter. Ah, merveilleux. Bien, M. Rodrigue, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est classique dans le cours, puis ben peinard, puis là, on arrive en spectacle. Toi, t'es plus énervé, mais bravo, Romain, bravo Nathalie. Merci. C'est le fun au bout. Yeah. Notre DJ va. Oui, le DJ Nick. Vous êtes prêts? Oui, monsieur. Là, on va vous interpréter ça. Alors, fais stop, par exemple, avant de repaiser sur oui, c'est vrai. C'est un reel canadien anglais interprété en merengue. Oui, c'est ça. On a fait une épluchette de banane avant, puis on a décidé ça après. Il y avait du bon. Oui, c'est très bon pour ça. C'est bon. On est prêts, là. Bravo à Nathalie Lavergne.
Il y a Romain Dandine qui est venu tantôt. Ah, mon esprit de bruiteur est fasciné par ça. La prochaine pièce, je me suis fait une piste moi-même. C'est souvent moi-même. Hein? La première, c'est moi-même qui faisais les tracks. On a vu ça. Il y a des gens qui sont pas mal habitués. Avec mon pédalier magique ici, je m'enregistre et je me fais des loops de moi-même. Alors, je me suis auto-dupliqué en 4 cette fois-ci pour vous interpréter un grand succès qui a amené l'harmonica à accord à être connu. Levez la main ceux qui, avant ce soir, avaient déjà vu un harmonica à accord. Je les connais, ceux-là. Moi aussi. Un instrument extrêmement rare, mais cette fois-ci, je vais l'utiliser comme un peu comme comme une mélodie, finalement. Mais ça fait des accords, hein? D'accord, d'accord, accord. C'est pas un instrument mélodique, mais là, je vais faire une petite mélodie en accord avec vous. D'accord, accord, accordé. Cette pièce-là s'appelle encore Peggo My Heart. C'était une tune qui a tourné tellement longtemps aux États-Unis là, que, à un moment donné, sur le Billboard américain, était rendu là, je pense que c'était la 2 ou 3e pendant 17 semaines. Cette pièce-là était interprétée par un groupe d'harmonica célèbre qui s'appelait les Harmonicats. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, cherchez des traces Harmonicats. Monsieur François Dumas, bonjour. Bonjour.
Lors d'une précédente entrevue, on a parlé des débuts de notre ami François. Maintenant, on est rendu à l'âge de 13, 14, 15 ans, les premiers contrats de musique. Parce que là, il y a sûrement des gens qui vous ont découvert. Ah bien oui, bien, c'est certain. Les premiers engagements, c'était surtout avec mon père et puis des amis, des noces. J'ai commencé dans des soirées comme ça, des noces, des veillées de maison. Et puis ainsi de suite. Ça a commencé comme ça. Et puis le restant, le temps fait le reste. Donc, c'était la mode à l'époque. Oui. Est-ce que ça se faisait dans des maisons? Beaucoup. Est-ce qu'il y avait aussi dans les premières soirées, dans des grandes salles, si on peut dire? Oui, c'est arrivé. À peu près, le premier engagement que moi-même, où j'étais soliste, ça remonte, je devais avoir 15-16 ans, 17 ans à peu près. Oui. Est-ce que c'était des gens qui vous avaient vu à quelque part, là, en train de dire, regarde, ce petit gars-là, hey, ça fera bien ça. De quelle façon qu'ils découvraient François? Bien, comme on dit, beaucoup de bouche à oreille. Hein? Ça se parlait. Et puis, bien souvent, c'était des gens qui m'avaient entendu jouer. Et puis, ils me référaient. Tu devrais faire venir François Dumas, etc. Fait que les premières fois, c'est sûr, c'est mon père qui venait avec moi, qui m'accompagnait. Et puis ensuite, quand mon père a arrêté d'en faire, ben là, c'est d'autres personnes qui se sont joints à moi, puis je continuais. Oui. Et c'était des soirées, bon, évidemment, c'était sûrement les fins de semaine, hein? Beaucoup, les fins de semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Beaucoup les fins de semaine. Beaucoup. Et puis c'était comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur? Quelles sont les aptitudes? C'est une grosse question. C'est une question que, pour faire ça le plus court possible, premièrement, il faut aimer ça. Je dirais, il faut adorer ça. Il faut être très, très, très patient. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, là, boum, tu joues du violon. Il faut être patient, il faut avoir une bonne oreille musicale. Ça, c'est la chose primordiale, c'est ça. Les qualités de base, les aptitudes. C'est ça. En particulier, est-ce que le folklore est une musique plus facile à apprendre ou est-ce qu'il faut avoir un peu plus d'attention? Que ce soit le folklore ou tout autre genre de musique, le folklore en tant que tel, je dirais, faut être assez attentif, même très attentif, parce que le vrai folklore ne s'écrit pas. Fait que si on prend juste le maniement de l'archet, tout dépend de quel interprète on joue la musique, les techniques vont être différentes. Fait que c'est de s'adapter puis de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Tu peux pas jouer un morceau de Joe Bouchard à la Carignan, ça se fait pas. Donc, un exemple. Chaque maître, si on peut dire, c'est ça, a sa technique particulière. Exact. Et vous, comme joueur, vous devez être capable de faire la différence? Oui. Encore là, c'est un travail assez long, mais surtout en écoutant, c'est surtout par l'écoute, je découvrais, à force d'en faire, quelle technique qu'on pouvait utiliser là-dessus, et puis comment je l'imaginais, comment est-ce que l'interprète il se plaçait avec ça, tel coup, il fait ça comme ça, OK. Puis bien souvent, c'est que je l'apprenais, la notation, puis tout ça. Puis quand j'arrivais pour le jouer, j'ai dit ça, tel coup, ça marche pas. Il doit le faire de l'autre côté. Puis ainsi de suite. Donc, par oreille, c'est ça. Vous voyez dans votre tête, en entendant le son que ça fait, donc dans votre tête, ça vous donne une genre d'image de comment le faire, comment faire la technique. Apprendre à le visualiser. Oui, exact. On parle aussi, évidemment, des heures de pratique. Vous avez parlé des heures de pratique. Le jeune François qui a 15, 16, 17 ans, qui va encore à l'école, j'imagine, doit pratiquer combien de temps par semaine ou par jour?
C'était jamais pareil. C'est sûr que dans le temps que j'allais à l'école, je jouais beaucoup les fins de semaine Oui. ou le soir, à un coup que mes devoirs étaient faits. Quand je me suis mis à travailler pour mon père, dans l'entreprise de mon père, j'étais plus souvent là-dessus. Puis les grandes périodes d'hiver où c'est que des fois, malheureusement, j'étais en arrêt de travail, sur le chômage, c'était des journées entières. Ah oui. Je me levais le matin, j'allais déjeuner, je revenais, je rentrais dans ma chambre, puis je sortais le violon. Je sortais juste pour aller manger au dîner, je retournais, puis je continuais. C'était des journées comme ça. C'était quoi le but de François à l'époque? Si on revient à cette époque-là, bon, il aime ça, puis ça va bien, puis le jeune François découvre qu'il a du talent, puis il veut faire progresser son talent. Mais à l'époque, c'était quoi le but de François? Devenir comme Carignan ou c'était quoi? Est-ce que ça s'explique? Sans être comme lui, parce Ouais. que on sait tous que chaque personne est unique. Oui. Moi, je me disais, j'ai dit, si je suis capable d'en faire ne serait-ce qu'un petit peu, comme lui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est sûr que je serais jamais capable de jouer comme cet homme-là. Ouais. On est quelques amis qu'on va jouer ce répertoire-là. Puis on le sait tous. On ne sera pas capable de faire ce que lui faisait. Mais on aime ça, c'est viscéral. Ça fait partie de nous autres. Quel genre d'exercice quelqu'un peut faire pour garder le doigté sur le violon? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Évidemment, en jouer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'un violonneux doit faire pour garder la dextérité? Bien, il n'y a pas vraiment de remède miracle. C'est premièrement, ce qui va aider, là, c'est juste des fois de prendre l'instrument puis faire travailler les doigts comme ça, là, les faire bouger pour le vibrato puis tout ça. Puis juste monter la gamme, etc. Des fois sans archet, tu sais, on y va. Ainsi de suite, là. Moi, je suis pas très bon en pizzicato, là, mais c'est ça, on peut... c'est ça, juste... Puis des fois, juste la main gauche, hein. Les anciens violonneux, ils jouaient le poignet à côté, comme ça. Disons que c'est pas la meilleure des techniques, parce qu'on peut pas monter en haut. Fait que si on redresse la main, on peut facilement glisser. Là, c'est une manière que même les grands violonistes, ils vont jouer comme ça aussi. Mais c'est ça, délier les doigts, tu sais, puis faire n'importe quoi, ça dérange pas. À part votre père, est-ce que le jeune François a reçu des conseils de grands violonneux? D'abord, est-ce que François a eu la chance de rencontrer ces grands violonneux-là? Carignan, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, malheureusement. J'ai connu ses deux frères, par exemple, qui eux aussi jouaient du violon, très, très bien d'ailleurs. J'ai eu le privilège, j'étais petit gars, j'ai eu le privilège de recevoir chez nous Petit Noir Joyal de Drummondville. Oui. Qui était un autre maître. Un autre maître qui avait une manière très, très particulière, lui aussi. D'ailleurs, il a gagné beaucoup de concours. Oui. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, Petit Noir Joyal, ben, j'ai eu la chance de jouer avec ses deux fils la semaine passée. Okay. Fait que non, c'est ça. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça, les grands joueurs qui m'ont influencé. Là. Il y en aura plein, là. Je ne peux pas tous les nommer. Oui. François Dumas, merci beaucoup. Merci bien, ça fait plaisir. Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Monsieur Morissette, vous êtes d'abord bienvenue à l'émission. Merci.
Monsieur Morissette, on a parlé lors de précédentes entrevues. Bon, on a parlé de vous, on a parlé de votre famille, on a parlé de votre passion, tout ça. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet, le tambour à Mayoche. Bon. Bien, d'abord, ça vient d'où, ça, cet instrument-là? Pourquoi qu'on a ça dans le coin, puis pourquoi qu'on joue du tambour à Mayoche? Le tambour à Mayoche. Moi, comme on a parlé dans les précédentes émissions, j'ai beaucoup connu cet instrument-là dans la région de Saint-Raymond, Saint-Léonard, et en visitant M. Adrien Dubuc, qui était comme un des derniers qui savait comment les fabriquer. Puis, j'ai mis la main sur une entrevue du Port-Neuf Presse, et ça, c'est l'ancêtre du courrier de Port-Neuf, où ce que M. Dubuc avait été interviewé, puis lui, il pensait que c'était un instrument amérindien. OK, il disait que c'était parce qu'à Saint-Raymond de Port-Neuf, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de collaborations entre les Hurons-Wendat qui étaient guides dans les pourvoiries avant, dans les clubs de chasse et pêche, et les Québécois qui allaient travailler là aussi. Moi, j'ai fait c'est comme je disais, je suis curieux, fait que j'ai fait des recherches, puis finalement, pour trouver que c'est plus un instrument qui est d'origine irlandaise, puis ce qui est logique parce qu'ici, on a eu beaucoup de familles qui sont venues d'Irlande dans les années 1800, là, qui sont venues coloniser des terres, y arriver à Québec. Il y avait des problèmes politiques en Irlande, puis économiques. Puis c'est un tambour circulaire. Si je prends celui-ci, que j'ai fait, là, c'est un tambour qui ressemble au tambour des Amérindiens, mais c'est aussi un tambour qui est très présent en Irlande, qui s'appelait à l'époque, il appelait ça une tambourine ou un drum, mais maintenant il appelle ça bodran, qui est un mot gaélique qui veut dire tambour à Mayoche. Puis le tambour est arrivé. Moi, j'avais retrouvé une trentaine de familles qui avaient des tambours dans leur maison. Puis, en mettant leur localisation sur la carte du comté de Port-Neuf, c'est tous des tambours qui étaient à Port-Neuf, Saint-Basile et Saint-Raymond, où on a eu des familles irlandaises qui sont arrivées. Fait que... puis je suis allé en 2010 aux archives traditionnelles de musique à Dublin, qui est la capitale de l'Irlande, qui est comme un petit peu les fonds d'archives de l'Université Laval. Là. Puis c'est vraiment relié à l'Irlande. Là. Il y a des hypothèses en Irlande. Ils ne savent pas trop comment c'est arrivé en Irlande. Il y en a qui pensent que c'était des bateaux arabes qui avaient fait naufrage au large de l'Irlande, parce que dans le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ils ont aussi un tambour semblable qui appelle Bendir, B-E-N-D-I-R. D'autres théories, c'est qu'ils pensent que les Irlandais se faisaient des plats pour ramasser le grain. Il n'y avait pas de fer à l'époque, avec ils se faisaient des plats en bois avec une peau animale pour ramasser leur avoine et leur orge. Fait que il y a encore plusieurs théories, mais ici, nous autres, dans notre région, c'est vraiment les familles irlandaises qui ont ramené ça, puis qu'ils sont mis à jouer de la musique dans les veillées, puis les voisins trouvaient que c'était un instrument. Donc, c'est un instrument qui sert à la base d'accompagnement. Oui, c'est un instrument d'accompagnement. Au début, c'était principalement de l'accompagnement en faisant juste le 1, 2, 3, le tac-a-tac, tac-a-tac, tac-a-tac. Si je prends... là, je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas, une petite maillotche, mais je prends un petit bâton. Mais, OK, non, j'en ai une ici. C'est la petite maillotche ici. Fait que au début... Oui, je m'excuse. On va en parler de la maillotche. D'abord, c'est fait en bois, ça? Oui, la maillotche, c'est un petit bâton à un bout. En Irlande, il y a plusieurs modèles de maillotche. Okay? Ils appellent ça un taper en anglais, mais il y a plusieurs modèles de maillotche. Il y a des bâtons à deux bouts. Il y a des comtés. En Irlande, c'est comme le Québec, il y a des comtés. Okay? Il y a des comtés, c'est comme des MRC, là. Il y a des régions qui vont utiliser le bâton à deux bouts puis qui vont faire des percussions comme double. Si on va sur Internet puis qu'on cherche Irish Drum, là, on voit qu'il y en a qui vont jouer de même. Ici, dans la région, nous, vu que ceux qui nous ont montré à faire ça utilisaient la maillotche simple, on a toujours conservé cette méthode-là.
un peu comme M. Philémon Trudel jouait ou Adrien Dubuc. On met la petite cordelette dans le doigt, puis on fait un peu comme les pieds ou les cuillères. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voyez-vous, fait que la maillotche se promène. Fait que c'est un peu le principe. Fait que les tambours sont arrivés avant les pianos, avant les guitares dans la région de Portneuf puis au Québec. Fait que quand les joueurs de violon jouaient pour une danse ou pour un mini-concert dans une maison, ça faisait le tempo, le rythme. Bon, c'est ce qui servait justement à donner la base là, pour la cadence. La cadence, le mot est exact. C'est un instrument qui donne la cadence. Fait que les danseurs, quand les danseurs, danseuses dansent, parce que la musique traditionnelle au Québec est une musique qui était constituée pour la danse majoritairement. Puis quand on danse, puis soit encadré, une danse carrée, tout ça, bien, ça marque la cadence pour les pas, pour que tout le monde puisse danser ensemble. Fait que c'est un petit peu les pieds du violonneux aussi, tu sais. Oui, oui. C'est ça que le principe. Donc ça rajoute dans la soirée un petit peu plus d'assaisonnement, si on peut une dire. ambiance, ça fait une ambiance. Puis ça régularise la vitesse de la musique, ça permet de ne pas jouer trop vite puis de ne pas jouer trop tranquillement. Ouais. C'est vraiment là, comme quand on était jeune, on apprenait avec des métronomes. Là. Oui, oui. Tic, 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 tic. Ben, c'est les pieds. C'est comme de la podorythmie, mais faite avec la main. Donc, les gens faisaient de la belle musique, mais avec les moyens qu'il y avait, et c'était ça. Est-ce qu'on trouvait sur la ferme ou sur les terres tous les outils, c'est-à-dire le matériel qu'on avait besoin? Parce que c'est constitué avec quoi, ça? Oui. C'est fait en quoi, ça? C'est un instrument, comme les violons. Les accordéons sont arrivés plus tard, puis les gens, au début, ne pouvaient pas se fabriquer un accordéon parce que c'était fait en Europe, parce que c'est un instrument mécanique, puis il y a des pièces mécaniques d'un accordéon. Les gens pouvaient se faire un violon avec peu d'outils avant, hein, parce que c'était en bois collé. Le tambour, c'est pareil, c'est fait avec un cadre. Si je prends la pièce ici, ça ne tombera pas. OK, bon. La première partie du tambour, c'est un cadre de bois. C'est comme une roue. C'est ça qui est le squelette du tambour. Ça en est un que j'ai plié. C'est en frêne. On va le mettre ici au sol. Donc, c'est un type d'arbre qui se manipule bien. Pour faire le cadre, ça prend... Bien, tout le monde avant avait des terres à bois. Ça prend un billot. Ça, c'est une planche de peuplier faux-tremble. Ça prend un arbre. Puis on le fait scier en planche mince par une scierie, là. Mais j'ai vu dans des reportages que les Amérindiens, dans leur tente, dans le bois, avec un simple couteau, ils faisaient une planche, un couteau croche. Mais en tout cas, il faut avoir une planche. Puis là, la planche, on la fait bouillir. On la fait bouillir dans un récipient, une panne, un chaudron. Comme ici, on voit, elle est debout, là. Mais voyez-vous, la planche, elle rentre dans le chaudron. Ben là, il faudrait que je la coupe, là, un peu, là. Mais ça, c'est un chaudron, un peu comme une panne de cabane à sucre, mais ça prend un contenant où on peut faire bouillir la planche. Puis ça, ce que ça permet, c'est que ça ramollit la planche. Ensuite, on se prend un moule. Un moule, il peut être en fer, il peut être aussi en bois. En tout cas, on pourra vous le montrer tantôt. Mais ça prend un moule circulaire. Puis là, on sort la planche du chaudron. Puis, avec une serre, on fixe la planche à un bout. Et ensuite, on met le moule à terre, puis on pousse. Puis vu que la planche, elle a bouilli, elle vient molle, la planche, elle fait le tour du moule. Elle prend la forme du moule. Elle prend la forme du moule qui est circulaire. Fait que là, on prend une planche qui est faite sur le long, qui est linéaire. Puis ensuite, on la force à suivre le moule. Puis préalablement, on a fait un petit joint perdu. Là. Il y a 2 formes de joints. En tout cas, dans une autre émission, on pourra vous l'expliquer. Il y a des joints différents, mais le but, c'est de jointer les 2 bouts. Puis là, on a toutes des serres tout le tour, puis on laisse sécher. Puis le bois, il sèche, puis il prend la forme. Puis quand on décolle, quand on l'enlève, on le décolle, on met de la colle sur le joint, puis ça forme le cadre. Monsieur Morissette, merci beaucoup. Merci.
Hugo Genois, accordéoniste depuis 1 an et demi. Moi et mon ami Gaëtan Lefebvre vont vous présenter la polka du Nouveau-Brunswick.